j'aimais le dimanche. C'était le seul jour où notre famille se réunissait autour de la table sans hâte ni agitation des jours de semaine. Ce jour-là aussi, la lumière ensoleillée de septembre inondait notre appartement de 3 pièces, et sur la table fumait la soupe. Martine, ma mère, insistait toujours pour avoir un plat principal. Dans une maison, il faut de l'ordre, Michel, disait-elle. Et je ne discutais pas. Après 28 ans de travail comme ingénieur, j'avais trop bien compris le prix de l'ordre, tant dans les plans que dans la vie. Papa, passe le pain. Hugo tendait la main sans quitter des yeux son assiette. Mon fils, grand et mince adolescent, avec mes traits, mais sans les cheveux gris et sans lunettes. À 16 ans, il raisonnait comme un adulte, ce qui me réjouissait et m'inquiétait à la fois. Léa, ma petite dernière, tournait sur sa chaise en balançant les jambes. Ses boucles claires sautaient au rythme de ses mouvements, et ses grands yeux, si semblables à ceux d'Émilie, cherchaient toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant. Grand-mère avait promis de montrer les vieilles photos, rappela-t-elle en enfournant hâtivement le dernier morceau de côtelette. Ne te presse pas, libellule, lui dis-je en souriant. Je jetai un coup d'œil discret à ma montre et soupirai. Émilie était en retard. Ces derniers temps, c'était devenu habituel. Soit une réunion qui s'éternisait, soit les embouteillages dans la ville. Ou peut-être avait-elle tout simplement oublié le déjeuner familial. Comme si elle avait entendu mes pensées, la porte d'entrée claqua. Excusez-moi pour le retard. Émilie entra dans la pièce d'un pas vif, comme toujours impeccablement habillée, avec un fin parfum de parfum cher. Elle embrassa les enfants sur le sommet de la tête au passage, hocha la tête à ma mère et s'assit en face de moi. D'horribles embouteillages au centre. Ce n'est rien, nous venons juste de commencer, dis-je en lui poussant l'assiette de soupe, mais elle secoua négativement la tête. J'ai grignoté en ville, et elle sortit aussitôt son téléphone, faisant courir ses doigts sur l'écran. Ma mère la regarda avec une désapprobation à peine dissimulée, mais se tut. Martine, professeure de littérature à la retraite, avait toujours été la gardienne des traditions, mais elle ne critiquerait pas sa belle-fille, du moins pas devant les enfants. Alors, les jeunes, ma mère changea de sujet, prêt pour le voyage dans le passé? Elle sortit de son sac un vieil album photo à la couverture de cuir usé. Pour Léa, c'était un livre magique. Elle adorait regarder les photos jaunies et écouter les histoires de sa grand-mère. Hugo faisait semblant de ne pas s'intéresser, mais je voyais qu'il jetait des regards en coin vers les photographies. Voici votre grand-père André. Ma mère toucha avec soin la photo où un jeune officier en uniforme de cérémonie regardait l'objectif avec cette gravité particulière des gens de la génération de guerre. Et ce sont ces médailles? Oui. Léa tendait la main vers une autre page où, sous des pochettes transparentes, étaient conservées les décorations de combat. Oui, ma petite. Pour la libération. Martine tourna la page. Et voici ces triangles, les lettres du front. À l'époque, on n'avait pas d'enveloppe. Les soldats pliaient la feuille d'une manière particulière. Comme de l'origami, précisa Léa d'un ton sérieux. Un peu comme ça, répondis-je en souriant. Je me surprenais à regarder non plus l'album, mais ma femme. Émilie était assise avec un air absent, hochant machinalement la tête au rythme de la conversation. Mais je connaissais ce regard. Elle était loin. Son téléphone vibra dans sa main. Elle sursauta, murmura « Excusez-moi » et sortit de la pièce. Hugo la suivit du regard, puis me regarda d'un air interrogateur. « Papa, tout va bien pour maman ?» demanda-t-il doucement, pendant que ma mère entraînait Léa dans le récit sur l'hôpital de campagne. « Bien sûr » répondis-je trop vite. « Juste le travail. Tu sais, elle est maintenant experte en comptabilité de gestion. » Hugo ne me croyait pas. Je le voyais à ses yeux, pareil aux miens. Mais il n'insista pas, se contenta de froncer les sourcils et de détourner le regard. Garçon intelligent, trop intelligent et observateur. Allons, je vais vous montrer quelque chose, dis-je en me levant de table. Dans le coin du salon se trouvait une commode massive, en chêne sombre, avec des motifs sculptés et des poignées de cuivre. C'était celle de grand-père, expliquai-je en passant la main sur la surface polie. Elle a plus de 80 ans. Je l'ai restaurée pendant 6 mois. Je m'en souviens, s'exclama Léa. Tu passais tous tes week-ends dans le garage à scier quelque chose. Pas à scier, à poncer et à ajuster les pièces. Je sortis prudemment le tiroir supérieur, montrant aux enfants le glissement parfaitement doux.
Il y a un mécanisme spécial, on n'en fait plus comme ça aujourd'hui. Parce qu'à l'époque on faisait pour durer, pas pour vendre, remarqua Hugo d'un ton profond. Et je reconnus avec surprise dans ses paroles mes propres mots, dits autrefois. Je me souvins soudain de l'achat de nos premiers meubles avec Émilie. Il y avait 20 ans, nous choisissions longuement chaque pièce, vérifiant la solidité, demandant conseil. Et maintenant, quand avait-elle demandé mon avis pour la dernière fois? Émilie apparut dans l'encadrement de la porte, comme toujours avec son téléphone. « Michel, il faut qu'on parle », dit-elle d'un ton professionnel. En privé. Dans la cuisine, elle se tenait près de la fenêtre, bras croisés sur la poitrine. La lumière soulignait les fines rides autour de ses yeux, qu'elle masquait soigneusement avec du maquillage. Sous cet éclairage, elle me sembla soudain étrangère. « Il faut que j'aille en déplacement », annonça-t-elle sans préambule. « À Paris pour 10 jours. Optimisation urgente du système comptable au siège. 10 jours. » Je ne cachai pas ma surprise. « C'est long. » Et Léa? Elle a un cours ouvert de danse la semaine prochaine. Je ne peux pas refuser. Sa voix se durcit. C'est un projet très important. Ma prime annuelle en dépend. D'accord. Je prendrai des congés, commençai-je, mais elle m'interrompit. Inutile. Les enfants sont grands, ils se débrouilleront. Ta mère aidera. Quelque chose dans son ton me mit sur mes gardes. Peut-être qu'on pourrait venir avec toi, proposai-je. Je prends des congés, on montre la capitale aux enfants. On en parlait depuis longtemps. Pendant une fraction de seconde, une lueur de peur passa dans ses yeux. Ne dis pas de bêtises, coupa-t-elle. C'est un déplacement professionnel. Je serai occupé du matin au soir. 10 jours pour la mise en place de la comptabilité. Ça fait beaucoup, tu ne trouves pas? En moi se réveilla l'obstination de l'ingénieur habitué au calcul précis. Tu es maintenant experte en comptabilité de gestion. Sa voix vibrait d'irritation. Là-bas il y a intégration de nouveaux modules, formation du personnel. Moi, je ne te demande pas combien de temps il faut pour concevoir ton prochain engrenage. Dans le couloir, une latte craqua. Je me retournai et aperçus la silhouette d'Hugo qui se cachait rapidement. Il avait tout entendu. Bon, j'abandonne, dis-je. Quand est le vol? Mercredi, à 11h40. Émilie replongea dans son téléphone. Tous les documents sont déjà prêts. Le soir, quand les enfants furent couchés et que ma mère fut partie dans la chambre d'amis, je pénétrai dans la chambre où Émilie faisait ses bagages. Je l'observai en silence plier soigneusement chemisier et pantalon dans le sac de voyage. Dans la poche latérale, quelque chose brillait de dentelle. Je me penchai et en sortis un ensemble de lingerie bleu pâle avec étiquette. C'est quoi? Demandai-je doucement. Émilie sursauta et m'arracha rapidement la lingerie des mains. J'ai simplement acheté du neuf. Sa voix sonnait trop insouciante. Pour l'image professionnelle, il faut se sentir sûr de soi. En lingerie bleue à dentelle avec étiquette, pour séduire, ironisai-je, mais il n'y avait aucune gaieté dans mon cœur. Arrête de dire des bêtises. Elle claqua le sac. C'est juste de la lingerie confortable. Et puis, je suis fatigué et je veux dormir. Demain, réunion importante. Je restai encore une minute à regarder son dos tendu, puis je sortis. Quelque chose de froid et de lourd se répandit dans ma poitrine. Mais je chassai le soupçon. 22 ans ensemble, 2 enfants, tant de choses traversées ensemble. Non, cela ne pouvait pas être. J'allais vérifier les enfants. Léa dormait, recroquevillée en boule et serrant contre elle l'ours en peluche. Sur la table de nuit, dans une petite boîte, se trouvait la bague de ma mère. Un fin anneau d'or avec un minuscule rubis. Ma mère la lui avait passé au doigt cet après-midi. Ton grand-père disait toujours, l'essentiel dans une famille, c'est l'honnêteté et la fidélité, Martine, avait-elle dit en glissant la bague au doigt de Léa, étonnée. Et j'ai vécu avec ça toute ma vie. Honnêteté et fidélité, répétai-je tout bas en refermant la porte de la chambre d'enfant. Ces mots, devenus le fondement de ma vie, semblaient soudain si fragiles. De la chambre parvenait la voix étouffée d'Émilie. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un, riant doucement et d'une façon différente de d'habitude. Ou peut-être m'imaginais-je seulement. Longtemps je restai à la fenêtre du salon sombre, regardant les lumières de la ville nocturne. En 28 ans de travail à l'usine,
j'avais appris à repérer les moindres défauts dans les constructions. De minuscules fissures, invisibles même à un spécialiste, mais capables de détruire tout un mécanisme avec le temps. Et maintenant, en scrutant l'obscurité derrière la vitre, je comprenais avec la clarté de l'ingénieur qu'il y avait des fissures dans les fondations de notre famille. Seulement, pourrais-je les réparer? Je n'avais jamais pensé qu'à 52 ans je prendrais des congés pour rester avec les enfants. Moreau, mon chef de service, avait levé les sourcils avec surprise quand j'avais posé ma demande sur son bureau. Pour 10 jours. Michel. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes. Quelque chose est arrivé? Ma femme est partie en déplacement, avais-je répondu en essayant que ma voix reste neutre. Il faut que je reste avec les enfants. Ah, avait-il dit avec compréhension. Bien sûr, la famille d'abord. Le deuxième jour sans Émilie fut étonnamment doux. Nous étions assis avec Léa dans le parc. Elle balançait les jambes sur le banc et léchait sa glace. Papa, quand est-ce que maman va appeler? Pour la 10e fois elle demanda, me regardant de ses grands yeux. Bientôt, mon soleil. Je souris en cachant mon inquiétude. Maman a beaucoup de travail, mais elle appellera sûrement. Je ne dis pas à ma fille que j'avais déjà essayé 3 fois d'appeler Émilie ce jour-là. Chaque fois, répondeur. L'abonné est temporairement indisponible. Avec un 6e sens, je comprenais que ce n'était pas le signal ni la batterie déchargée. Le soir, nous préparions le dîner avec Hugo. Mon fils coupait les légumes pour la salade en silence. Ses mouvements étaient précis, assurés. À 16 ans, il savait faire beaucoup de choses à la maison. Comment ça se passe à l'école, demandai-je en remuant la soupe. Normal, haussa-t-il les épaules. La prof de bio me cherche, mais je lui ai rendu tous les devoirs en retard. Nous nous tûmes. Hugo coupait méthodiquement les concombres, mais je sentais qu'il voulait dire quelque chose. Finalement il posa le couteau. Papa, tout va bien entre vous et maman? La question que je redoutais. Je me retournai vers mon fils et vis dans ses yeux. Il connaissait déjà la réponse, il voulait simplement entendre la vérité. C'est compliqué en ce moment. Je décidai de ne pas mentir. Les adultes traversent parfois des périodes difficiles. Vous allez divorcer. Sa voix était plus sourde que d'habitude. Non, bien sûr que non. Je posai la main sur son épaule. Nous sommes ensemble depuis 22 ans. C'est juste une période un peu dure. Le travail, la fatigue, tous les jours la même chose. Elle parle avec quelqu'un au téléphone la nuit, dit Hugo en me regardant droit dans les yeux. Je l'ai entendu plusieurs fois. Quelque chose se brisa en moi, mais je me forçai à sourire. Probablement des questions professionnelles. Tu sais, maman a des clients dans le monde entier, des fuseaux horaires différents. Hugo secoua la tête, mais ne contesta pas. Nous terminâmes le dîner en silence, et seulement quand je dressai la table il dit doucement, ne t'inquiète pas pour Léa, papa. Je veillerai sur elle, si besoin. Ces mots me nouèrent la gorge. Mon fils, mon garçon, se préparait à protéger sa petite sœur. Contre quoi? Contre la destruction de la famille qu'il semblait pressentir plus vivement que moi. Le 3e jour, je décidai d'agir. J'appelai l'hôtel Métropole où logeait Émilie. Bonjour, dis-je en essayant de parler calmement. Je voudrais parler à la cliente du numéro 718, Émilie Moreau. 1 minute, je vous passe. La standardiste était aimable. Puis vinrent de longs bips, et de nouveau l'abonné ne répondait pas, voulez-vous laisser un message? Dites-moi, êtes-vous sûr que Madame Moreau est bien à l'hôtel en ce moment, demandai-je, sentant le froid monter en moi. Oui, le système indique que la carte clé a été utilisée il y a une demi-heure, répondit la jeune femme. Mais peut-être votre épouse est-elle en réunion ou n'entend-elle pas le téléphone? Mon épouse, je n'avais pas dit qu'Émilie était ma femme. D'ailleurs, nous avions le même nom de famille, elle avait pu deviner. Plus tard j'appelai Laurent, un collègue d'Émilie avec qui nous nous rencontrions parfois en famille. Je dis que je voulais préciser des détails du déplacement pour lui envoyer des documents oubliés. Elle est partie seule, s'étonna-t-il. D'habitude on envoie une équipe pour ce genre de projet. Et 10 jours, c'est beaucoup pour une mise en place. D'habitude 3 ou 4 maximum. Je fis semblant que tout avait été prévu ainsi, le remerciai et raccroché. Dans ma poitrine grandissait un vide glacé, mais je ne voulais toujours pas croire à l'évidence. Le soir,
nous regardions une comédie avec les enfants quand Léa se leva soudain et apporta son album à dessin. « Regardez, j'ai dessiné notre famille », annonça-t-elle fièrement en montrant son dessin. Avec des feutres vifs, elle nous avait représentés tous les quatre, moi avec mes lunettes et Hugo à côté, pareil comme deux gouttes d'eau, Léa avec ses boucles et Émilie un peu à l'écart, téléphone à la main. Entre nous, une distance visible. Très beau, mon soleil. J'embrassai ma fille en essayant de cacher combien ce détail m'avait frappé. Tu es une vraie artiste. Et si on allait voir maman ? Lança soudain Léa en me regardant de ses yeux brillants. On lui ferait une surprise. Je restai figé. L'idée était à la fois effrayante et juste. Voir ma femme dans les yeux, comprendre ce qui se passait. Excellente idée, dis-je lentement. Qu'en penses-tu, Hugo ? Mon fils me regarda fixement, comme s'il essayait de lire mes pensées, puis hocha la tête. Je pense que c'est une bonne idée. Maman sera contente. Dans sa voix j'avais perçu une intonation étrange, mais je décidai de ne pas y penser. Léa sauta de joie et je compris soudain que c'était ma chance de tout réparer, de remettre la famille sur le bon chemin. Le lendemain, après avoir conduit les enfants à l'école, je m'installai pour planifier, réserver les billets d'avion, une chambre dans le même hôtel. Étrangement, en agissant de façon aussi décidée, je sentis un afflux de force. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me laissais plus porter par le courant, j'entreprenais quelque chose. Le soir, quand Léa dormait déjà, nous sortîmes avec Hugo l'album de mariage. Je ne l'avais pas ouvert depuis 10 ans et je regardais maintenant avec étonnement le jeune couple sur les photos, moi sans cheveux gris ni rides, et Émilie avec ses longs cheveux dans une robe de dentelle. Elle était très belle, remarqua Hugo. Elle l'est toujours, objectai-je. Juste différente. Le temps change tout le monde. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Demanda mon fils en feuilletant les pages. À l'anniversaire d'un ami commun, répondis-je en souriant au souvenir. J'avais 28 ans, je venais juste d'avoir ma première promotion à l'usine, et maman en avait 25. Elle travaillait comme comptable dans une entreprise de construction. Elle était venue avec une amie dans une robe bleue. Je l'avais remarqué tout de suite. Toute la soirée j'avais rassemblé mon courage pour aller lui parler. Et tu l'as fait ? Hugo sourit. Pas tout à fait. C'est elle qui m'a abordé. Je me mis à rire en me souvenant de ma gêne de l'époque. Elle m'a demandé si j'étais vraiment ingénieur. Il s'est avéré que son père travaillait aussi à l'usine, dans la fonderie. Nous avons tout de suite trouvé des sujets communs. Les souvenirs affluèrent avec une force inattendue. Notre premier rendez-vous dans un parc, le voyage au lac où je lui avais fait ma demande, l'emménagement dans cet appartement même que nous achetions à crédit. La naissance d'Hugo, puis de Léa. Nos disputes et nos réconciliations, les moments difficiles et les fêtes. 22 ans, ce n'était pas qu'un chiffre. C'était une partie de vie, des souvenirs communs, des enfants, des habitudes, des plaisanteries compréhensibles seulement par nous deux. Tout cela pouvait-il vraiment être rayé d'un trait ? Non, je ne le croyais pas. Il devait y avoir un moyen de tout réparer. « Tu aimes maman » demanda soudain Hugo en regardant l'album. « Bien sûr » répondis-je sans hésiter. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Il y a des périodes difficiles, mais elles s'éloignent, conclut mon fils à ma place. Je n'avais rien à objecter. Un adolescent de 16 ans voyait ce que je m'efforçais si soigneusement de ne pas remarquer. Émilie s'éloignait de nous. Pas encore physiquement, mais émotionnellement elle était déjà quelque part très loin. Tout s'arrangera, promis-je en refermant l'album. Tu verras. Juste avant le vol, déjà à l'aéroport, je fis une dernière tentative pour appeler ma femme. De nouveau le répondeur. Après le signal je dis, Émilie, c'est moi. Nous avons une surprise pour toi. Nous nous verrons bientôt. Je ne donnais pas de détails, je voulais voir l'expression de son visage quand nous apparaîtrions sur le seuil de sa chambre. Surprise, joie, peut-être des larmes de bonheur. Où je chassais cette pensée importune. Papa, on y va. L'embarquement a commencé. Léa tira sur ma manche. Je pris ma fille par la main, fis un signe de tête à Hugo, et nous nous dirigeâmes vers la porte d'embarquement. À l'intérieur de moi se battaient deux sentiments, le pressentiment du malheur et l'espoir d'un mieux. Je choisis l'espoir. On va voir maman, s'exclama joyeusement Léa. Oui, mon soleil, répondis-je en souriant. On va voir maman.
La distance entre nous avait grandi trop longtemps. Il était temps de la réduire. L'avion se posa doucement sur la piste de l'aéroport de la capitale. Léa, collée à elle hublot, applaudit avec enthousiasme. « Papa, on est arrivé. Maintenant on va voir maman. » « Oui. » Je hochai la tête en souriant à ma fille, mais jetai un regard rapide à Hugo. Il était assis, plongé dans ses pensées, écouteurs autour du cou. Il avait éteint la musique, mais ne les avait pas enlevés. Pendant tout le vol mon fils avait été silencieux, répondant par monosyllabes quand j'essayais d'engager la conversation. Il comprenait tout trop bien. Hugo, touchez-je son épaule. « Tout va bien ? » ?»« Oui, ça va. » Il esquissa un sourire. Juste fatigué. Une voix intérieure me disait qu'il se préparait au pire. Comme moi-même, même si je ne l'avouais pas. À l'aéroport, Léa ne tenait pas en place pendant que nous attendions les bagages. Elle sautillait autour de moi en faisant des projets. Et avec maman on ira au zoo, et sur la place centrale, et on achètera des glaces au grand magasin. Bien sûr, mon soleil. Je caressais sa tête. Mais d'abord installons-nous à l'hôtel et reposons-nous du voyage. Je ne veux pas me reposer. Elle fit la moue. Je veux voir maman. Hugo se tenait silencieusement à côté, observant sa sœur avec une légère tristesse. À 16 ans il était déjà presque un homme, grand, sérieux, avec un regard où se lisait l'inquiétude pour sa sœur. Le taxi nous déposa devant l'hôtel Métropole, un vieil bâtiment au centre de la capitale. Léa, tête renversée, examinait les moulures de la façade. Waouh, comme dans un conte. Maman habite dans un château. Le hall luxueux avec colonnes de marbre, fauteuils de velours et lustres de cristal impressionnait. Ça coûte cher, les déplacements de l'entreprise, pensais-je en me souvenant de notre modeste pension au bord de la mer 2 ans plus tôt. Bonjour, m'adressai-je à la réceptionniste, une jeune femme au sourire impeccable. Nous avons une réservation au nom de Moreau. Pendant qu'elle vérifiait les données, je demandai, dites-moi, ma femme Émilie Moreau est-elle à l'hôtel en ce moment? Nous voulons lui rendre visite, lui faire une surprise. La jeune femme s'illumina. Ah, comme c'est mignon. Oui, Madame Moreau est à l'hôtel. Chambre 718. Elle consulta son ordinateur et fronça légèrement les sourcils. Seulement, dans le système la chambre est enregistrée pour 2 personnes. Quelque chose de froid remua dans ma poitrine. Probablement une collègue du projet, dis-je en essayant que ma voix reste naturelle. L'entreprise économise sur les frais de déplacement. Probablement, sourit la jeune femme, manifestement peu désireuse d'approfondir. Votre chambre est la 824 au 8e étage. Voici les clés. On peut d'abord monter voir maman, demanda Léa en tirant sur ma manche. Bien sûr, caressai-je la tête de ma fille. Mais on laisse d'abord les bagages dans la chambre. Non, tout de suite voir maman, insista-t-elle. Je veux la surprendre. Je regardai Hugo. Il haussa les épaules, mais ses yeux disaient, allons-y, finissons. D'accord, c'est des jeux. D'abord voir maman, ensuite on s'occupera des bagages. L'ascenseur nous monta silencieusement au 7e étage. Le couloir était recouvert d'une moquette épaisse qui étouffait les pas. L'éclairage était tamisé, intime. Léa courait presque devant, cherchant les numéros sur les portes. Je marchais derrière, sentant ma poitrine s'alourdir à chaque pas, le voilà, s'exclama Léa en s'arrêtant devant la porte portant le numéro 718. La chambre de maman. Je levai la main pour frapper, mais m'immobilisai une seconde. Que dirais-je si mes soupçons se confirmaient? Comment l'expliquerais-je aux enfants? Papa, qu'est-ce que tu attends, s'impatienta Léa. Frappe. Je frappai. 3 coups brefs. À l'intérieur, le silence se fit. Puis on entendit un mouvement. Ensuite un murmure, mais les mots étaient indistincts. Maman, c'est nous, ne put se retenir Léa. Ouvre. De nouveau le silence, puis le son de pas, le cliquetis de la serrure. La porte s'entr'ouvrit et dans l'entrebâillement apparut le visage d'Émilie aux yeux agrandis par la stupeur, aux cheveux ébouriffés. Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Sa voix trembla. Surprise, cria joyeusement Léa en ouvrant grand la porte et en se jetant au cou de sa mère. Émilie entoura machinalement sa fille de ses bras, mais son regard était rivé sur moi, effrayé, coupable. Elle portait un peignoir d'hôtel, les cheveux humides comme si elle sortait juste de la douche.
Comment, pourquoi n'avez-vous pas prévenu? Émilie essayait de sourire, mais le sourire était nerveux, artificiel. On voulait te faire une surprise, maman. Léa ne remarquait pas le comportement étrange de sa mère. Papa a pris les billets d'avion et réservé une chambre. On va se promener dans la capitale tous ensemble. Émilie, continuant à serrer sa fille, regardait tantôt moi, tantôt Hugo. Mon fils se tenait bras croisés sur la poitrine. Son visage était impénétrable. Entrez, finit-elle par dire en reculant d'un pas, seulement, j'ai un peu de désordre ici. La chambre était spacieuse, avec un lit double, des fauteuils confortables et une grande fenêtre donnant sur le centre de la capitale. Sur la table de chevet se trouvaient 2 verres de vin à moitié vides. Par terre traînait une chemise d'homme. À ce moment, de la salle de bain sortit un homme d'une 40aine d'années, grand, bien entretenu, cheveux humides. Une serviette était nouée autour de ses hanches. En nous voyant, il resta figé sur place. Bonjour, articula-t-il en essayant visiblement de comprendre la situation. Léa regardait l'inconnu avec perplexité. Hugo avec une froide colère. Moi, je regardais ma femme, et à cet instant quelque chose se brisa définitivement en moi. C'est Damien, tenta Émilie de parler calmement. Un collègue du projet. Nous travaillions sur la présentation, en serviette, demanda Hugo d'une voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Non, nous. Émilie bafouilla. Nous allions à la piscine. L'hôtel a une piscine. Et ça alors? Léa désigna les verres. Les enfants, Émilie se ressaisit. Pourquoi n'iriez-vous pas m'attendre en bas dans le hall? Il faut que papa et moi parlions. Maman, qui est ce monsieur? Léa ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Pourquoi il est en serviette? Nous travaillons ensemble avec ta maman, intervint Damien en essayant de sourire. Je suis le directeur de la filiale de la capitale. Simplement, nous avions une journée libre aujourd'hui. Nous avons décidé d'aller à la piscine. Et pourquoi alors maman est en peignoir et pas en maillot de bain? Léa ne se calmait pas. Léa, ça suffit les questions, dit Émilie sèchement. Hugo, surveille ta sœur en bas au café. Papa et moi descendrons bientôt. Hugo prit silencieusement la main de sa sœur. Viens, Léa, dit-il d'une voix sourde. Je t'achèterai une glace. Mais on vient juste d'arriver, protesta la petite fille. Viens, répéta Hugo d'un ton qui n'admettait pas de réplique et la tira vers la porte. Quand les enfants furent sortis, un lourd silence s'installa dans la chambre. Damien, marmonnant quelque chose sur ses vêtements, disparut dans la salle de bain. Sortons, dis-je à Émilie en faisant un signe de tête vers la porte. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, évitant de me regarder dans les yeux. Michel, je peux t'expliquer, commença-t-elle. Expliquer quoi exactement? Je ressentais un étrange calme, comme si j'observais la scène de l'extérieur. Depuis combien de temps ça dure? C'est un hasard. Sa voix tremblait. Nous avons travaillé tard, nous avons bu un peu de vin. Ça ne veut rien dire, vraiment? La réceptionniste a dit que la chambre était enregistrée pour 2. Je la regardais fixement. Ça aussi, c'est un hasard? Émilie baissa les yeux. Je ne voulais pas que tu l'apprennes. Voilà. Pas devant les enfants. Et comment voulais-tu? Ma voix sonnait inhabituellement froide. Par lettre, au téléphone, ou comptais-tu continuer ta double vie indéfiniment? Tout est compliqué, Michel. Elle leva les yeux. Des larmes brillaient dedans. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre depuis longtemps. Tu vis avec ton travail, tes mécanismes. Ne rejette pas la faute, coupez-je. S'il y avait des problèmes, il fallait les résoudre, pas chercher du réconfort ailleurs. J'essayais de te parler, s'exclama-t-elle. Mais tu balayais toujours d'un revers de main. Le travail, les enfants, les problèmes quotidiens. Je regardais cette femme, belle, soignée, réussie, et je ne reconnaissais pas en elle la jeune fille en robe bleue qui, 22 ans plus tôt, riait de mes compliments maladroits. Comme tu voudras, me redressai-je. Je prends les enfants et je retourne dans notre chambre. Demain nous rentrons à la maison. Michel, attends. Elle tenta de me prendre la main. Parlons calmement. Peut-être que tout n'est pas perdu. Tout est perdu au moment où tu as décidé que tu pouvais facilement passer par-dessus notre famille. Je m'écartai. 22 ans de mariage,
Émilie, 2 enfants. Et tout ça pour quelques nuits avec un homme qui dans un mois ne se souviendra même plus comment tu t'appelles. Je me retournai et me dirigeai vers l'ascenseur, sentant que quelque chose se déchirait en moi à chaque pas. Pas l'amour. Il était mort progressivement. Pendant de longs mois s'était brisé la foi qu'on pouvait tout réparer, que notre famille pouvait encore être heureuse. En descendant dans l'ascenseur, je pensais aux enfants qui m'attendaient en bas. Que leur dirais-je? Comment expliquerais-je la trahison de leur mère? Comment les aiderais-je à surmonter la douleur, alors que je ne savais pas moi-même comment gérer la mienne? Mais une chose je le savais avec certitude, notre voyage à la capitale était destiné à devenir un voyage vers la vérité. Une vérité amère, destructrice, qui changerait notre vie à jamais. Dans la chambre d'hôtel, c'était silencieux. Léa était assise au bord du lit, genoux serrés contre sa poitrine. Ses yeux étaient rouges de larmes. Hugo se tenait à la fenêtre, regardant la capitale nocturne. Silhouette immobile sur fond de lumières urbaines. J'étais assis dans le fauteuil, cherchant des mots qui semblaient ne pas exister dans la nature. Comment expliquer aux enfants que leur mère, la personne qui devait être un exemple de fidélité et d'amour, avait trahi notre famille? Comment raconter à une fillette de 11 ans pourquoi maman était dans une chambre avec un inconnu? Comment préserver sa foi en les gens, en l'honnêteté, en l'amour? Papa, brisa Léa le silence. Pourquoi maman était avec ce monsieur? Ils allaient vraiment à la piscine? La gorge me serra. Je m'approchai, m'assis à côté de ma fille et lui pris la main. Non, mon soleil, pas à la piscine, commençai-je prudemment. Vois-tu, parfois les adultes s'en mêlent dans leurs sentiments, font des choses qui peuvent blesser les autres. Elle l'aime, ce monsieur? Dans la voix de Léa se lisait de la perplexité. Je ne pense pas que ce soit de l'amour. Je choisissais mes mots, essayant d'être honnête sans traumatiser l'enfant. Mais maman a avec cette personne des relations particulières en ce moment. Et nous alors? Des larmes brillèrent de nouveau dans ses yeux. Elle ne nous aime plus? Si, bien sûr qu'elle t'aime, toi et Hugo. J'embrassai ma fille. Elle vous aimera toujours. Simplement, parfois les adultes font des erreurs. De grosses erreurs. Hugo se retourna brusquement de la fenêtre. Arrête de la justifier, papa. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison. Elle a fait tout ça en pleine conscience. Sa voix vibrait d'une colère contenue. Et à cet instant je voyais devant moi non plus un adolescent, mais un jeune homme aux principes solides. Tu as raison, mon fils, dis-je doucement. Mais Léa est encore petite. Je ne suis plus petite, protesta ma fille. Je comprends tout. Maman nous a menti. À ce moment, on frappa à la porte. Nous nous figéâmes tous. J'allais ouvrir. Sur le seuil se tenait Émilie. Je peux entrer? Demanda-t-elle avec hésitation. Sans attendre la réponse, Léa se précipita vers sa mère. Maman, pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu étais avec ce monsieur? Émilie regarda autour d'elle avec confusion, puis s'agenouilla devant sa fille. Ma petite Léa, tout est très compliqué. Les adultes parfois s'en mêlent. Papa a dit la même chose, hocha sérieusement la fillette. Mais je ne comprends pas comment on peut s'en mêler au point de tromper sa famille. De la bouche d'une enfant, ces mots sonnèrent comme un verdict. Émilie pâlit. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble? Proposa-t-elle en essayant de changer de sujet. Je commanderai quelque chose dans la chambre. Bonne idée, acceptai-je à ma propre surprise. Les enfants doivent au moins manger, et ensuite Émilie et moi parlerons. La nourriture arriva une demi-heure plus tard. Des pâtes pour Léa, un steak pour Hugo, quelque chose de léger pour Émilie et moi. Nous étions assis autour d'une petite table, comme une famille ordinaire en voyage. Seulement l'atmosphère était lourde comme du plomb. « Et où est monsieur Damien maintenant » demanda soudain Léa en enroulant des spaghettis sur sa fourchette. Émilie s'étrangla avec son eau. « Il est dans sa propre chambre, mais la réceptionniste a dit que vous viviez ensemble » remarqua simplement Léa. « Dans la même chambre. »« Non, qu'est-ce que tu racontes ?» Émilie sourit nerveusement. « Simplement, nous travaillons ensemble. Parfois dans ma chambre, parfois dans la sienne. C'est plus pratique pour les documents. » Et pourquoi alors vous étiez tous les deux en serviette? Léa ne se calmait pas, et pourquoi le vin sur la table? Vous buvez du vin quand vous travaillez. Léa, ça suffit, intervins-je.
Mange ton dîner. Hugo picorait silencieusement son steak sans lever les yeux. Pendant tout le dîner il n'avait pas prononcé un mot, ignorant ostensiblement sa mère. Quand on en eut fini avec la nourriture, j'envoyai les enfants se préparer à dormir. On installa Léa sur le canapé, Hugo sur un lit pliant qu'on avait apporté. Contrairement aux attentes, ils ne protestèrent pas, comme s'ils sentaient la nécessité de nous laisser, Émilie et moi, seuls. Quand les enfants furent enfin couchés, nous sortîmes dans le couloir. Aucun de nous ne voulait commencer la conversation. « Écoute, Michel », finit par dire Émilie. « Je comprends ce que ça a l'air, mais ce n'est pas si simple. » « Pas si simple à quel point ?» l'interrompis-je. « Et depuis combien de temps ?» Elle baissa les yeux. « 4 mois. 4 mois. Pendant que je concevais un nouveau nœud pour l'usine, que j'aidais Hugo à choisir son université, que j'apprenais à Léa à faire du vélo, ma femme vivait une double vie. Comment ça a commencé, demandai-je, m'étonnant moi-même de mon calme. Un séminaire d'entreprise en avril, tu te souviens? Je t'avais invité, mais tu as refusé. Projet urgent, sonna le reproche dans sa voix. Damien était là, attentionné, charmant. Il m'écoutait. Michel, il m'écoutait vraiment, au lieu de hocher distraitement la tête en pensant à tes plans. Et ça a suffi pour rayer 22 ans de mariage. Je sentis monter en moi une vague d'amertume. Tu ne comprends pas, Émilie secoua la tête. Ces dernières années je me sentais comme invisible dans ma propre maison. Tu es tout entier dans ton travail, les enfants grandissent et ont de moins en moins besoin de moi. Et tu as décidé qu'il te fallait quelqu'un qui te regarde avec des yeux admiratifs et te fasse des compliments? Ne pus-je m'empêcher de dire. Et pour ça tu étais prête à détruire notre famille. Je n'avais pas l'intention de détruire la famille, s'exclama-t-elle. C'était juste une passade. J'avais toujours prévu de revenir. Revenir? Je souris amèrement. Tu pensais qu'on pouvait aller voir ailleurs, s'amuser, et puis revenir, et que tout serait comme avant. Émilie se tut. Dans ses yeux se lisait la prise de conscience. Elle était allée trop loin, et il n'y avait plus de retour possible. Tu sais, moi aussi je suis coupable, m'entendis-je dire à ma propre surprise. Ces dernières années je me suis vraiment plongé dans le travail, dans mes projets, j'ai restauré la commode de grand-père, mais j'ai oublié d'entretenir notre relation. Je me souvins de la dernière fois que nous étions allés au cinéma, que nous avions dîné seuls aux chandelles, que nous avions parlé d'autre chose que des problèmes quotidiens et des enfants. Mais ça n'excuse pas la trahison, Émilie, ajoutai-je fermement. S'il y avait des problèmes, il fallait en parler, crier, exiger de l'attention, et non courir au lit avec le premier venu qui faisait un compliment. Ce n'était pas le premier à faire des compliments, dit-elle doucement. Mais le premier qui m'a fait me sentir femme désirable, et non simplement mère et maîtresse de maison. Ces paroles blessèrent plus que le fait de la trahison elle-même. Étais-je donc à ce point éloigné que je ne remarquais pas qu'elle se fanait à côté de moi? Peut-être ai-je manqué beaucoup de choses, reconnus-je. Mais la confiance est une chose fragile, Émilie. On ne peut pas la recoller quand elle est brisée. Nous restâmes longtemps silencieux. Deux étrangers dans un couloir d'hôtel vide. Et maintenant, demanda-t-elle enfin. Demain nous rentrons à la maison, répondis-je. Et ensuite, je pense qu'il faudra engager la procédure de divorce. En retournant dans la chambre, je découvris que Léa dormait déjà, recroquevillée en boule et serrant contre elle l'ours en peluche que nous avions acheté à l'aéroport. Hugo n'était pas sur son lit pliant. Je le trouvais dans la salle de bain. Il était assis sur le rebord de la baignoire, visage enfoui dans les mains. Mon fils, l'appelai-je doucement. Il leva les yeux rouges, gonflés. Mon fils fort, toujours maître de lui, pleurait. J'ai tout entendu, dit-il d'une voix sourde. Vous allez divorcer? Oui, ne mentis-je pas, ce sera mieux pour tout le monde. Pas pour Léa, secoua-t-il la tête. Elle comprendra. Avec le temps elle comprendra. Je m'assis à côté de lui. Et tu veilleras sur elle, n'est-ce pas? Il hocha la tête, puis s'appuya soudain contre mon épaule, comme il le faisait enfant quand il avait peur ou était contrarié. Nous restâmes longtemps ainsi, sans dire un mot. La nuit, je ne pus dormir. Je restai allongé à regarder le plafond, écoutant la respiration régulière des enfants. Léa se retournait sans cesse, sanglotant parfois dans son sommeil. Hugo restait immobile, mais je savais qu'il ne dormait pas non plus. 22 ans. La moitié de ma vie.
Notre premier appartement, minuscule, avec des tuyaux qui fuyaient, mais si cher. La naissance d'Hugo, je le tenais dans mes bras, minuscule, fripé, et j'avais peur de respirer. Léa avec ses premiers pas, ses premiers mots. Nos voyages à la mer, nos randonnées en forêt, nos fêtes familiales. Tous ces souvenirs étaient maintenant teintés de la douleur de la trahison. Pouvait-on les effacer? Les oublier, ou resteraient-ils à jamais avec moi, à la fois douce nostalgie et brûlure de la perte? Que dirais-je à ma mère? Martine avec ses principes de vie serait effondrée. Elle avait toujours été fière de notre famille, nous donnait en exemple aux voisins. Et combien d'autres familles, extérieurement heureuses, mais avec des fissures à l'intérieur. Combien d'hommes et de femmes vivent sans remarquer qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, jusqu'à ce que la distance devienne infranchissable? Au petit matin je finis par m'assoupir, mais je me réveillai au son d'une porte qui s'ouvrait. Émilie se tenait sur le seuil avec 2 tasses de café à la main. « Je peux » demanda-t-elle doucement pour ne pas réveiller les enfants. Nous sortîmes dans le couloir. Elle me tendit une tasse. Je la pris machinalement. « Michel, j'ai réfléchi toute la nuit » commença-t-elle. « Peut-être devrions-nous essayer de repartir à zéro? Pour les enfants? Pour les enfants, il faut se séparer dignement, répondis-je. Sans scandale ni accusation réciproque. Mais nous avons passé tant d'années ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas pardonner une erreur? Il ne s'agit pas de pardon, Émilie. Je la regardai dans les yeux. Il s'agit du fait que tu as fait un choix, et que j'ai fait le mien. On ne peut pas revenir en arrière, aussi fort que nous le voulions. Elle baissa la tête. Que dois-je dire aux enfants? La vérité, répondis-je. Dans la mesure où ils peuvent comprendre que nous les aimerons toujours, mais que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Tu me détestes? Sa voix trembla. Je réfléchis. La haine? Non, ce n'était pas ce que je ressentais. Plutôt une fatigue infinie et une douleur sourde, comme si une partie de moi était morte. Non, je ne te déteste pas, répondis-je honnêtement. Simplement, je ne crois plus. Et sans confiance, il n'y a plus de sens à continuer. Le monde que j'avais construit pendant 22 ans s'était effondré en un jour. Mais, debout là, dans le couloir d'hôtel vide avec mon café refroidissant à la main, je compris soudain que c'était la fin d'une vieille vie, mais peut-être le début d'une nouvelle. Pour moi, pour les enfants, et même pour Émilie, il fallait seulement rassembler des forces pour survivre aux ruines. Le retour à la maison fut difficile. Dans l'avion, Léa se serrait contre moi, sanglotant par moments. Hugo regardait silencieusement par l'hublot, comme des étrangers dans des fauteuils voisins, et non frères et sœurs. Émilie prit un vol séparé le lendemain. Nous étions convenus ainsi pour ne pas traumatiser davantage les enfants. Ma mère nous attendait sur le seuil de l'appartement. Un seul regard sur nos visages lui suffit pour tout comprendre. « Entrez » dit-elle en serrant ses petits-enfants dans ses bras. J'ai fait de la soupe et des tartes. Les enfants allèrent dans leur chambre, et je restai avec ma mère dans la cuisine. Elle posa silencieusement une tasse de thé devant moi, posa la main sur mon épaule. « Raconte, mon fils. » Et je racontai tout tel quel, sans phare ni justification. Elle écouta sans m'interrompre, seuls les rides autour de ses yeux se creusèrent. Je savais que quelque chose n'allait pas, finit-elle par dire. L'intuition féminine. Émilie s'absentait trop souvent, travaillait trop tard, mais je ne voulais pas m'en mêler. Ce n'était pas mon affaire. Comment faire maintenant, maman? Pour la première fois depuis de longues années, je me sentais comme un garçon perdu ayant besoin de conseils. Vivre, Michel, répondit-elle simplement. Pour les enfants. Ils sont tout ce qui te reste maintenant. Et tu sais quoi? Je vais peut-être venir habiter avec vous pour un temps. Je vous aiderai avec le ménage et avec Léa. Ce soir-là, nous décidâmes que ma mère viendrait temporairement s'installer chez nous depuis sa maison de banlieue. Et cette décision, comme il s'avéra, fut le premier pas vers une nouvelle vie. Les formalités juridiques du divorce se révélèrent plus simples que je ne l'avais pensé. Émilie et moi étions tombés d'accord à l'amiable, sans procédure judiciaire. Nous avions déposé la demande à la mairie. Procédure simplifiée, puisque nous étions tous deux d'accord. L'appartement resta aux enfants, ou plus précisément à moi avec droit de résidence pour les enfants. Émilie prit ses affaires personnelles et loua un appartement en centre-ville. Pension alimentaire pour Léa, 1 500 € par mois, plus la moitié des frais d'éducation.
Tout fut réglé rapidement et civilement, dans la mesure où la destruction d'un mariage de 22 ans peut l'être. Hugo vivait la chose à sa manière. Extérieurement il paraissait calme, mais je remarquai que ses poings se serraient quand on parlait de sa mère. Les 2 premières semaines il refusa de lui parler au téléphone, ne répondit pas aux messages. En revanche, à la maison il prit en charge de nombreuses tâches, aida à la cuisine, répara le robinet qui fuyait, apprit même à faire la lessive, comme s'il voulait prouver que nous nous en sortirions sans Émilie. Inutile de tout prendre sur tes épaules, mon fils, lui dis-je un soir en le surprenant en train de faire le ménage à 11 heures. Quelqu'un doit bien le faire, haussa-t-il les épaules. Tu as déjà assez de mal. Je l'embrassai, sentant ses épaules se tendre puis s'amollir. Nous nous en sortirons, dis-je. Mais tu ne dois pas sacrifier ta vie. Concentre-toi sur tes études, sur ton avenir. C'est la meilleure aide. Après cette conversation, il se détendit un peu, accepta même de rencontrer sa mère une fois sans Léa. De quoi ils parlèrent, il ne le raconta pas, mais il revint songeur. Et le soir, pour la première fois depuis longtemps, il se mit à programmer, son ancienne passion qu'il avait délaissée après notre retour de la capitale. Léa vivait les choses autrement. Elle pleurait beaucoup, posait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. « Pourquoi maman ne peut pas vivre avec nous ?» demandait-elle. Si elle a fait une erreur, pourquoi ne pas simplement pardonner? Que répondre à un enfant? Que certaines erreurs détruisent les fondements même de la relation? Que la confiance, une fois brisée, ne peut plus être recollée? Que parfois l'amour meurt et qu'aucun effort ne le ramènera à la vie? Parfois les adultes vivent mieux séparément, disais-je en caressant sa tête. Mais maman vous aimera toujours, et vous pourrez la voir quand vous le voudrez. La présence de ma mère se révéla salvatrice. Martine ne nous aidait pas seulement pour le ménage, elle créait ce pilier autour duquel se formait notre nouvelle famille. Ses soupes du dimanche, ses contes avant le coucher pour Léa, ses conseils avisés à Hugo. Tout cela nous aidait à ne pas nous effondrer pendant les premières semaines les plus difficiles. Tu sais, Michel, me dit ma mère un soir où nous étions assis à la cuisine autour d'une tasse de thé, le malheur soit brise une famille, soit la rend plus forte. Je vous regarde, toi et les enfants, et je vois que vous devenez plus forts. Je compris qu'elle avait raison. Malgré la douleur et les pertes, nous devenions effectivement plus proches. Hugo passait maintenant chaque soir avec sa sœur, lui expliquant patiemment les bases de la programmation. Léa écoutait, bouche bée, même si elle ne comprenait pas grand-chose. Ce qui comptait pour elle, c'était l'attention de son frère. Le week-end, nous commencions à sortir en ville, aux expositions, au théâtre, au parc. Le programme culturel que composait ma mère, ancienne professeure de littérature, aidait à nous distraire des pensées tristes. Ces jours-là, je voyais la vie revenir progressivement dans les yeux des enfants, je les voyais commencer à sourire. Au travail, je m'attendais à des regards en biais et à des murmures dans mon dos, mais mes collègues se révélèrent plus délicats que je ne l'avais pensé. Personne ne posait de questions indiscrètes, mais beaucoup proposaient de l'aide, un mot de soutien, une invitation à la pêche, un conseil sur l'éducation des enfants. Ce qui me surprit particulièrement fut Moreau, mon chef de service, qui me proposa de suivre des cours de perfectionnement. C'est le bon moment, Michel. Tu te changeras les idées, et ça ouvrira des perspectives de carrière. C'est ainsi que je me retrouvai au cours du soir sur les méthodes modernes de conception. C'est là que je fis la connaissance d'Hélène, ingénieure en technologie du département voisin. Nous travaillions dans la même usine, mais auparavant nous ne nous étions presque jamais croisés. Hélène était veuve, d'environ mon âge, avec des yeux gris attentifs et une façon calme de parler. Rien de fémininement recherché. Tailleur strict, maquillage minimal, cheveux rassemblés en un simple chignon. Mais quelque chose chez elle attirait le regard. Peut-être sa naturelle, peut-être son intelligence qui brillait dans chaque parole. Après les cours, nous rentrions parfois à pied jusqu'au métro en discutant des conférences, puis, sans que je m'en rende compte, nous passions à d'autres sujets. J'appris qu'elle aimait les romans historiques, comme moi, qu'elle s'intéressait à l'architecture Art Nouveau, un courant qui m'avait toujours intéressé, qu'elle avait joué du violoncelle dans sa jeunesse et conservait encore l'instrument, même si elle n'y avait pas touché depuis de nombreuses années. C'était simplement de l'amitié, rien de plus. Mais après les cours je rentrais à la maison le cœur plus léger, comme si quelque chose d'oublié et d'important revenait dans ma vie. Je commençais à prendre davantage soin de moi pour la première fois depuis de longues années. Je m'inscrivis à la piscine, me mis à courir le matin,
Acheter des livres de psychologie sur le divorce et l'éducation des enfants dans les familles monoparentales. J'arrêtais de manger mon stress et perdis 7 kilos. Je changeais même de lunettes pour des modèles plus modernes, plus jeunes, à la surprise des enfants. Tu as l'air rajeuni, papa, remarqua un jour Hugo. Et je me sentais effectivement plus jeune, comme si j'avais non seulement perdu du poids, mais aussi le fardeau des échecs et des doutes. Émilie tenta de revenir à 2 reprises. La première fois elle vint avec des fleurs et un gâteau, parla de sa prise de conscience de l'erreur, que Damien s'était révélé être un leurre, que la famille était plus importante que tout. Je l'écoutai calmement, mais lui dis fermement, non. La deuxième fois elle vint avec la proposition de tout recommencer à zéro pour les enfants. Je refusai de nouveau. Tu ne veux pas que les enfants aient une famille complète ? Demanda-t-elle avec reproche. Je veux qu'ils aient une famille heureuse, répondis-je. Et nous, toi et moi, nous ne pourrons plus en créer une. Trop de choses sont brisées. Nous établîmes des limites claires de communication, seulement sur les questions concernant les enfants. Pas de sujet personnel, pas de souvenirs, pas de tentative de faire revivre le passé. Progressivement, Émilie accepta la nouvelle réalité. Elle rencontrait régulièrement Léa le week-end, parfois Hugo quand il acceptait, les emmenait au café, au cinéma, leur faisait des cadeaux, un peu fébrilement, comme si elle essayait de compenser son absence par des choses matérielles. Un soir, quand les enfants dormaient déjà et que ma mère et moi buvions du thé à la cuisine, je dis soudain, tu sais, maman, je pense acheter une petite maison à la campagne, en banlieue, pour que l'été nous puissions sortir avec les enfants, faire un potager. Excellente idée, hocha-t-elle. Les enfants ont besoin d'être dans la nature. Et le travail de la terre te fera du bien. Je regardai par la fenêtre la ville nocturne et pour la première fois depuis longtemps je ressentis la paix. Oui, mon monde s'était effondré, mais de ces décombres je construisais un nouveau, peut-être plus solide et plus authentique. Le chemin vers une nouvelle vie avait été difficile, mais je ne doutais plus que nous, moi, les enfants, ma mère, le parcourions dignement. L'été arriva dans la ville de façon inattendue, comme en tournant une page du calendrier. 8 mois après le divorce s'était écoulé comme un seul long jour avec des ténèbres matinales, des nuages lourds, mais un ciel s'éclaircissant progressivement. Je me souvenais qu'en hiver encore je pensais que je ne survivrais pas à cette année, que la douleur de la perte me poursuivrait éternellement. Mais le temps est un médecin étonnant. Il n'efface pas les cicatrices, mais apprend à vivre avec elles. Aujourd'hui, dans notre maison résonne la musique. Un vieil album de vinyle tourne sur le tourne-disque, remplissant l'espace des sons profonds du violoncelle. Ma mère prépare quelque chose dans la cuisine, chantonnant doucement. Léa l'aide. La vaisselle teinte, on entend des rires. Et moi, je suis assis dans le bureau avec Hugo, nous parcourons les documents pour son admission. Papa, regarde, les notes sur le site ont été mises à jour. Mon fils se penche vers l'écran. Je passe dans toutes les spécialités, même avec une marge. Sa joie est contagieuse. 98 en mathématiques, 94 en physique, 92 en informatique. Les résultats étonnent même les professeurs. L'université technique dont il rêvait va maintenant lui ouvrir ses portes à coup sûr. Je n'ai jamais douté de toi, dis-je en serrant fort mon fils dans mes bras. Il sourit avec embarras, mais ne s'écarte pas. Ces 8 mois nous ont rapprochés comme jamais auparavant. Hugo semble avoir vieilli de plusieurs années. Regard sérieux, lignes de lèvres fermes, mouvements assurés. Mais pour moi il reste toujours le garçon à qui j'apprenais autrefois à faire du vélo. Hélène a appelé, dit-il soudain en observant ma réaction. Elle a demandé si elle pouvait passer ce soir apporter des livres d'astronomie pour Léa. Et qu'est-ce que tu as répondu ? J'essaie de parler avec désinvolture. Que bien sûr, c'est possible. Hugo esquisse un sourire. Et que grand-mère fait un gâteau aux cerises. Hélène. Au cours des derniers mois elle était entrée dans notre vie de façon discrète mais solide. D'abord comme collègue, puis comme amie. Nos conversations après le travail devenaient de plus en plus longues, nos promenades de plus en plus douces. En mars, je l'avais invitée pour la première fois à dîner, pas à la maison, dans un café. Nous avions parlé jusqu'à la fermeture du travail, des livres, de la musique. De son passé, son mari était mort 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque. Elle n'avait pas d'enfant. Cette douleur s'entendait dans sa voix quand elle en parlait. En avril, j'avais osé l'inviter à la maison pour le déjeuner du dimanche. Ma mère l'avait accueilli avec une hospitalité réservée, l'observait,
l'évaluait, la sondait. À la fin de la soirée, elle discutait déjà de la recette du bortsch maison et convenait d'échanger des livres. Léa, d'abord timide, quand elle avait appris qu'Hélène jouait du violoncelle dans sa jeunesse, l'avait bombardée de questions sur la musique. Et Hugo? Hugo observait en silence, mais après son départ avait dit brièvement « Elle est bien, elle ne fait pas semblant. » Le plus grand compliment de la bouche de mon fils. Mais les changements les plus importants se produisirent au travail. À la fin de l'hiver, le directeur m'avait convoqué de façon inattendue. « Michel, il est temps que tu prennes la tête du service », avait-il dit sans préambule. « Moreau part à la retraite, et tu es le candidat le plus approprié. » J'avais été décontenancé. 28 ans au bureau d'études et toujours en exécutant. Diriger semblait quelque chose de lointain et d'étranger. « Est-ce que je vais y arriver ?» demandai-je franchement. « Tu y arrives déjà ?» avait ricané le directeur. Les 3 derniers projets reposaient en fait sur toi. Simplement maintenant ce sera officiel. Et le salaire correspondant. 120 000 € plus la prime trimestrielle, le chiffre me semblait fantastique. Pour la première fois depuis de longues années, je pouvais me permettre non pas simplement de survivre, mais de vraiment vivre. Et la première chose à laquelle je pensais fut la maison de campagne. Un petit terrain en banlieue, où les enfants pourraient passer l'été, où je pourrais bricoler de mes mains, et où ma mère pourrait cultiver des fleurs et des fruits. Nous la trouvâmes en mai, une vieille maison dans un lotissement de jardin à une demi-heure de la ville. Un terrain laissé à l'abandon avec des pommiers, des cerisiers et un vieux lilas devant le perron. La maison avait besoin de travaux, mais elle était solide, sur de bonnes fondations. 600 mètres carrés de terrain, ce n'est pas beaucoup, mais pour commencer c'était suffisant. « Papa, regarde, un pommier !» Léa courait sur le terrain quand nous étions venus le visiter pour la première fois. « Et si je faisais mon jardin de fleurs ici ? Il y avait un bon propriétaire ici, » dit Hugo d'un ton appréciateur en examinant les constructions. « Tu vois comment les chevrons sont faits ? Solide. » Ma mère fit silencieusement le tour de la maison, toucha les murs, jeta un œil à la cave. « Prends-la, Michel, » dit-elle avec décision. Des endroits comme ça ne se présentent pas souvent. Il y a une âme. C'est ainsi que nous eûmes notre maison de campagne, et moi un nouveau projet dans lequel je pouvais investir mon énergie, mes connaissances et mon amour du détail. Chaque week-end nous y allions en famille, nettoyions, réparions, plantions. Hugo s'occupa du toit et du perron. Je m'occupais de l'aménagement intérieur. Ma mère et Léa créèrent le potager et le jardin de fleurs. En juin, la maison était méconnaissable. Murs fraîchement peints, nouveau toit, véranda réparée. Et dans le jardin verdissaient les premières plantations. Hélène vint pour la première fois à la campagne avec nous à la mi-juin. Elle apporta des rosiers d'une variété rare qu'elle cultivait elle-même sur son rebord de fenêtre. Léa l'aidait avec enthousiasme à les planter le long de l'allée. « Dans un an ils fleuriront », expliquait Hélène. « Tu imagines la beauté que ce sera. » Je les observais par la fenêtre. Une femme assise en simple robe d'été et une fillette aux cheveux bouclés penchée sur la terre noire. Quelque chose de poignant, presque oublié, remua dans ma poitrine. Pas encore de l'amour. Il était arrivé discrètement, mais sûrement. Quelque chose de plus profond, le sentiment que la vie retrouvait à nouveau sens et plénitude. À l'anniversaire de Léa à la fin juin se produisit quelque chose d'inattendu. Émilie vint avec un cadeau, une tablette dont sa fille rêvait depuis longtemps. J'ouvris la porte et m'immobilisai un instant. Pour la première fois depuis longtemps elle franchissait le seuil de notre maison. « Je ne reste pas longtemps », dit-elle doucement. Juste pour féliciter Léa. Léa fut ravie de l'apparition de sa mère, lui montrait ses dessins, ses nouvelles robes, lui parlait de l'école et du cours de danse. Émilie écoutait attentivement, avec une douceur nouvelle pour elle. Puis elle demanda la permission de me parler en privé. Nous sortîmes sur le balcon, celui-là même où autrefois, il semble dans une autre vie, nous buvions notre café du matin ensemble. « Merci de m'avoir laissé venir », commença-t-elle. « Je comprends à quel point tout est compliqué. »« Tu es la mère de Léa », répondis-je simplement. « C'est ton droit de voir ta fille. »« J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois », continua Émilie en regardant quelque part au loin, vers l'horizon des toits de la ville. « À ce que j'ai fait, à ce que j'ai perdu. J'aurais voulu dire que je regrette, mais ce serait insincère. Je ne regrette pas que tout ait été découvert. Je regrette d'avoir fait du mal à toi et aux enfants,
de n'avoir pas trouvé en moi le courage de dire franchement, je ne me sentais plus heureuse dans notre mariage. Je restais silencieux, écoutant. Étonnamment, la douleur que ces paroles auraient dû provoquer ne vint pas. Seulement une acceptation calme. Oui, c'était ainsi. Oui, c'était fini. Et c'était bien que cela se soit terminé ainsi. Nous nous sommes trompés en pensant que nous pouvions simplement nous laisser porter par le courant, poursuivit-elle. Je me suis enfui dans le travail, toi dans tes projets. Nous avons désappris à parler, désappris à nous voir l'un l'autre. La trahison n'était pas la cause, mais la conséquence, le symptôme d'une maladie que nous ne remarquions ni l'un ni l'autre. Tu as raison, dis-je pour la première fois depuis longtemps en la regardant sans amertume. Nous sommes tous les deux coupables du fait que notre mariage est mort bien avant ce jour à l'hôtel. J'ai entendu dire que tu avais quelqu'un, dit Émilie sans reproche, plutôt avec curiosité. Oui, ne niai-je pas, Hélène. Elle est ingénieure en technologie à l'usine. C'est bien, dit Émilie de façon inattendue. Les enfants ne doivent pas grandir sans chaleur féminine à la maison. Puis elle demanda à voir Hugo. Leur conversation fut courte, mais importante pour tous les deux, semble-t-il. Je n'intervins pas, mais je vis que mon fils, en prenant congé, embrassait sa mère pour la première fois depuis des mois. Quelque chose de nouveau était apparu entre eux. Pas la proximité d'avant, mais de la compréhension, de l'acceptation, du pardon. Quand elle partit, je compris soudain que nous aussi nous avions trouvé le chemin vers de nouvelles relations. Ni amis, ni ennemis. Parents d'enfants communs, personnes qui avaient partagé 22 ans de vie. Et dans ces relations il n'y avait plus de place pour les rancunes ni les regrets. Seulement une acceptation calme du passé et du respect pour le présent. Un soir de juillet, nous organisâmes un pique-nique à la campagne, étendîmes une couverture dans le jardin sous un vieux pommier. Hugo et Léa faisaient griller des brochettes sur le barbecue que nous avions fabriqué ensemble à partir d'un vieux tonneau. Ma mère préparait une vraie soupe froide aux kvass frais et aux herbes du potager. Hélène l'aidait. Leur conversation discrète était entrecoupée de rires. Quand il fit sombre, nous allumâmes un feu dans un emplacement spécialement aménagé. Nous étions assis autour du feu, enveloppés dans des plaids. Les nuits étaient encore fraîches. Léa se serrait contre Hélène en écoutant ses histoires sur les étoiles. Un intérêt inattendu dont je n'avais pas connaissance. Tu vois, là-bas cette étoile brillante, c'est Vega, montrait Hélène. Et là-bas, regarde, la grande ours. Et si on trace une ligne entre les deux étoiles les plus à l'extérieur? Léa écoutait, bouche bée. Même Hugo, d'habitude sceptique à l'égard des explications non scientifiques, suivait attentivement la main d'Hélène désignant une constellation. Ma mère m'attira à l'écart vers le perron et sortit de sa poche une petite boîte. « Tiens, mon fils, dit-elle doucement. C'est celui de ton père. L'anneau de mariage. Il avait demandé à te le transmettre quand le moment viendrait. » J'ouvris la boîte, un simple anneau d'or, assombri par le temps. « Mais tu as déjà donné ton anneau à Léa, m'étonnai-je. » C'était autre chose, secoua-t-elle la tête. C'était l'anneau de fiançailles civiles. Celui-ci est l'anneau de mariage religieux. Ton père voulait qu'il revienne à toi. Ou à celle que tu aimerais de tout ton cœur. Je regardais Hélène, assise au feu avec les enfants. Comme si elle avait senti mon regard, elle se retourna et sourit. Chaudement, ouvertement, sans ombre de coquetterie ni de feinte. Grand-père serait fier de toi, Michel, dit soudain ma mère. Tu es resté un homme dans les circonstances les plus difficiles, tu as préservé ta dignité et ton honneur. Et, surtout, tu ne t'es pas aigri, tu ne t'es pas fermé à la vie. Ce n'était pas facile, reconnus-je. Bien sûr que non, caressa-t-elle ma joue comme dans mon enfance. Les chemins faciles n'existent pas, mais tu as choisi le bon et tu y conduis les enfants. Tu leur apprends l'essentiel, comment se relever quand la vie vous frappe en pleine poitrine. Nous retournâmes vers le feu. Hélène racontait maintenant la constellation d'Orion, les nébuleuses et les galaxies lointaines. Léa écoutait, retenant son souffle. Hugo conversait à voix basse avec sa grand-mère sur ses projets pour l'université. Il rêvait de sa propre start-up, de programmes qui changeraient le monde. Papa, imagine, Hélène dit qu'avec une lunette on peut voir les anneaux de Saturne, s'exclama Léa. On peut acheter une lunette? Pas tout de suite, mon soleil, souris-je. Elles sont chères. Mais peut-être pour ton prochain anniversaire. Et si je donnais aussi un coup de main, demanda soudain Hélène.
J'ai justement des connaissances au planétarium. Ils mettent au rebut du vieux matériel. Tout à fait utilisable, simplement pas le plus récent. Tu nous aideras vraiment? Les yeux de Léa brillaient. Bien sûr, Hélène entoura la fillette de son bras. Si papa n'y voit pas d'inconvénient. Je les regardais, ma nouvelle famille rassemblée autour du feu, Hugo sérieux et déterminé, avec des projets d'avenir et un sens des responsabilités dont beaucoup d'adultes pourraient être jaloux. Léa, dont la spontanéité enfantine et la foi en les miracles n'avaient pas été brisées par la dure réalité. Ma mère, sage gardienne des traditions familiales les transmettant à la nouvelle génération. Hélène, dont l'apparition dans notre vie semblait un cadeau du destin, inattendu mais si naturel. Un tison jaillit du feu, s'éleva au vert les étoiles et s'éteignit. Léa, suivant sa trajectoire du regard, dit fascinée, comme si une âme s'envolait. Peut-être est-ce le cas, hocha Hélène. Les anciens croyaient que les étoiles sont les âmes des personnes qui ont un jour vécu sur Terre. Et maintenant elles nous regardent. Léa leva la tête. Et elles nous aident, ajouta ma mère. Elles indiquent le chemin quand nous nous égarons. Je me souvins de ce jour dans l'hôtel de la capitale, quand mon monde s'était effondré. Comme il m'avait semblé alors que la vie était finie, qu'il n'y aurait plus jamais de bonheur, que les enfants ne se remettraient jamais du traumatisme, que la douleur resterait à jamais avec moi. Je m'étais trompé. La vie ne s'était pas arrêtée. Elle avait recommencé autrement, plus complexe, avec des cicatrices et des pertes, mais en quelque chose de plus authentique et de plus profond qu'auparavant. Hugo était entré à l'université, comme il en rêvait. Il était maintenant en première année, participait déjà à des projets scientifiques, brûlait d'idées pour sa propre start-up. À 17 ans, il était devenu pour moi non seulement un fils, mais un ami et un camarade. Il avait pardonné à sa mère, même si leur relation ne serait plus jamais comme avant. Mais dans cet amour adulte et conscient il y avait peut-être plus de valeur que dans l'ancienne affection enfantine. Léa avait grandi au cours de cette année, comme si elle s'était étirée après un orage. Elle était devenue plus sérieuse, plus autonome, mais n'avait pas perdu sa spontanéité enfantine ni sa foi en les miracles. Elle continuait à voir sa mère le week-end. Parfois elle dormait chez elle. Récemment elle m'avait dit, « Tu sais, papa, je ne suis plus en colère contre maman. Juste triste que ça se soit passé comme ça. » À 12 ans, une telle sagesse et une telle acceptation. Ma mère vivait toujours avec nous, même si je lui avais proposé de retourner dans sa maison. « Ma place est ici, avec vous », avait-elle dit. Et je lui en étais reconnaissant. Sa sagesse, son calme confiant nous avait aidés à traverser les mois les plus difficiles. Elle était devenue le centre de notre nouvelle famille, la gardienne des traditions que nous recréons maintenant. Émilie? Étrangement, je ne ressentais plus ni colère ni rancune envers elle. Nous nous rencontrions aux anniversaires des enfants, nous nous appelions parfois au sujet de Léa. Je savais qu'elle n'était plus avec Damien. Il avait rapidement perdu intérêt une fois la nouveauté passée. Je savais qu'elle avait récemment commencé à voir quelqu'un de nouveau, et je lui souhaitais sincèrement du bonheur. Les 22 ans que nous avions passés ensemble ne pouvaient pas simplement être rayés de la vie. Il resterait à jamais une partie de moi, une partie lumineuse, malgré la fin amère. Et puis Hélène était apparue dans ma vie. Pas tout de suite, pas d'un coup, progressivement, jour après jour, conversation après conversation. Une femme calme et sage, qui avait traversé ses propres épreuves sans perdre la capacité d'aimer. Elle n'essayait pas de remplacer la mère des enfants, n'essayait pas d'effacer mon passé, elle était simplement là, fiable, compréhensive, à sa place. Nous ne nous pressions pas. Hélène vivait encore dans son appartement, même si elle restait de plus en plus souvent chez nous le week-end. Les enfants l'avaient acceptée à leur manière, à leurs conditions. Hugo appréciait son intelligence et ses connaissances, discutait souvent avec elle de ses projets scientifiques. Léa avait trouvé en elle une amie et une conseillère. Elles cultivaient des fleurs ensemble, allaient à des concerts, parlaient des étoiles et de la musique. La maison de campagne était devenue notre projet commun, l'endroit où se construisait notre nouvelle vie. Chacun y avait apporté sa contribution, des plates-bandes de fraises de grand-mère au télescope que nous avions installé au grenier pour Léa. Chaque clou planté dans un mur, chaque arbre planté était le symbole d'un nouveau commencement. Au travail aussi tout avait changé. Je n'étais plus simplement exécutant, mais chef de service, prenant des décisions, dirigeant une équipe. Mes projets recevaient de la reconnaissance, mes idées prenaient vie. Peut-être avais-je toujours été capable de plus, mais je ne croyais pas en moi.
Il avait fallu un coup du destin pour éveiller cette confiance en moi. Hier soir, nous étions assis avec Hélène au feu, comme nous le faisions souvent maintenant. Les enfants étaient déjà rentrés à la maison, ma mère aussi. Nous étions restés seuls sous le ciel étoilé. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en regardant le feu. « À quel point la vie est étrangement faite » répondis-je. Il y a un an, il me semblait que tout était fini. Et maintenant ? Elle se tourna vers moi. Ses yeux reflétaient les flammes du feu. Et maintenant je pense que la vraie vie ne fait que commencer, dis-je en lui prenant la main. Dans ma poche se trouvait l'anneau de mariage de mon père. Pas pour une demande en mariage, il était encore trop tôt. Nous le comprenions tous les deux, mais comme symbole d'intention, de promesse, d'espoir. Le téléphone vibra. Un message de Hugo. Ils avaient fait un gâteau avec Léa, ils nous attendaient pour le thé. Je souris et montrai le message à Hélène. « On y va » demanda-t-elle en se levant. « On y va » répondis-je. Et nous nous dirigeâmes vers la maison où brillait une lumière chaude dans les fenêtres, où nous attendaient des êtres chers. Dans la chambre de la campagne que j'avais rénovée de mes mains se trouvait maintenant un nouveau lit, large, confortable, acheté après le divorce. Au mur, des photos des enfants, des paysages pris pendant nos randonnées, des aquarelles de Léa. C'était un nouvel espace, créé pour une nouvelle vie sans souvenir lourd ni fantôme du passé. En m'endormant à côté d'Hélène, je pensais non pas à ce que j'avais perdu, mais à ce que j'avais gagné. Aux enfants qui avaient grandi forts et sages malgré les épreuves. À ma mère, dont l'amour était devenu un soutien dans les jours les plus difficiles. Au travail qui maintenant apportait non seulement de l'argent, mais aussi de la satisfaction. Et à Hélène, dont l'apparition dans ma vie semblait presque un miracle, opportun, juste, naturel. Et vous savez quoi ? J'étais heureux d'une façon nouvelle, différente, mais heureux, parce que j'avais compris l'essentiel. Le bonheur n'est pas dans la préservation obstinée de ce qui est, ni dans l'accrochage aux illusions, ni dans la peur du changement. Le bonheur est dans l'acceptation de la vie dans toute sa complexité, dans le courage de recommencer à zéro, dans la force d'aller de l'avant malgré les pertes et les déceptions. La commode de grand-père, que j'avais un jour si soigneusement restaurée, se trouvait maintenant à la campagne. Elle abritait les reliques familiales, médailles, lettres, photographies. Et parmi elles, la bague de ma mère qu'elle avait transmise à Léa. Elle attendait son heure pour redevenir un jour un symbole d'amour et de fidélité. Peut-être pour mes petits-enfants, qui n'existaient pas encore, mais qui viendraient sûrement. Avec cette pensée, je m'endormais calmement, sans les angoisses et les cauchemars qui m'avaient tourmenté pendant les premiers mois après le divorce. Une nouvelle vie ne venait pas seulement de commencer, elle était en plein essor. J'étais prêt à la vivre pleinement, honnêtement, sans peur, sans regarder en arrière vers le passé. Parce que quand les illusions s'effondrent, s'ouvre le chemin vers le vrai bonheur. Un bonheur fondé non pas sur des fantasmes et l'auto-tromperie, mais sur l'honnêteté, le courage et des valeurs authentiques. Et je suis reconnaissant au destin pour cette leçon, pour cette chance, pour cette nouvelle route vers de nouveaux horizons, de nouvelles réalisations, une nouvelle vie. La vie continue toujours. Même quand il semble que le monde s'est effondré. Partagez votre avis dans les commentaires, pensez-vous que la rencontre avec une nouvelle femme représente une véritable seconde chance pour le héros ou plutôt un moyen de combler un vide? Seriez-vous prêt à vous ouvrir à quelqu'un après une telle blessure? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».